Bonjour et bienvenue sur France 24. Si vous nous rejoignez, voici les principaux titres de l'actualité. Donald Trump sera bien le 45e président des États-Unis. Après les félicitations de rigueur de sa rivale Hillary Clinton, le milliardaire républicain a été congratulé par l'actuel locataire de la Maison-Blanche, Barack Obama. Barack Obama qui va le recevoir cet après-midi à 17h, heure de Paris. Et malgré la bonne volonté des démocrates, Hillary Clinton comme Barack Obama, qui ont souligné qu'il fallait respecter la volonté du peuple et accepter le jeu démocratique, et bien malgré cela, des milliers d'opposants à Donald Trump sont descendus dans les rues d'une douzaine de villes de New York, Chicago ou Auckland pour scander « Not my president ». Donald Trump n'est pas mon président. Et puis en France, un nouveau centre de migrants ouvre ses portes à Paris ce jeudi. Objectif, mettre fin au campement de fortune installé dans la capitale. Voilà pour les titres. À suivre également dans cette heure d'information, le Focus. Julien Sauvaget nous entraîne dans les rues de Paris, quasiment un an jour pour jour après les attentats du 13 novembre. Le Bataclan renaît de ses cendres. Les rues de l'Est de la capitale, touchées par les attaques à la terrasse de cafés et de restaurants, reprennent vie malgré des cicatrices qui guérissent difficilement. Et vous êtes bien dans Paris Direct sur France 24, il est 14h, heure de Paris. Donald Trump a été élu, il sera bien le 45e président des États-Unis en nombre de voix. Au niveau national, c'est pourtant Hillary Clinton qui l'emporte avec plus de 200 000 voix d'avance. Mais le système américain du winner takes all, le vainqueur rafle tout, a favorisé son adversaire qui récolte donc 279 grands électeurs contre 228 seulement pour la démocrate. Le républicain va donc succéder à Barack Obama après avoir été officiellement investi. Ce sera le 20 janvier prochain. En attendant, il doit rencontrer Barack Obama, actuel locataire de la Maison-Blanche, dans quelques heures. Gallagher Fenwick, bonjour. Vous êtes notre correspondant à Washington. De quoi est-ce que les deux hommes vont parler? Comment va se dérouler cette entrevue, ce début de transition? Bien, il y a un communiqué de la Maison-Blanche qui vient de tomber à l'instant justement pour répondre dans une certaine mesure à cette question. On peut y lire que Barack Obama a donné l'instruction à ses équipes à la Maison-Blanche de commencer à travailler dès 2016 à cette transition qui immanquablement se déroulera sur les prochains mois pour être effective à partir du 20 janvier 2017, date à laquelle Donald Trump doit officiellement être inauguré, prendre ses fonctions. Donc ce bureau, cette rencontre dans le bureau ovale entre Barack Obama et Donald Trump va servir en quelque sorte à enclencher de manière très officielle ce processus qui va voir une administration démocrate remplacée par une autre. Cela de manière très concrète veut dire remplacer une bonne partie du personnel qui a œuvré peut-être pour une partie d'entre elles pendant les 2 mandats, 8 années de Barack Obama. Il y sera bien évidemment question de ce processus d'un point de vue logistique, mais peut-être aussi de la philosophie derrière ce qui fait la fierté de beaucoup d'Américains, à savoir cette transition pacifique, démocratique, dans le respect du droit et des règles et du protocole entre un président sortant et un président élu. Barack Obama a déjà insisté sur le fait que c'est l'un des piliers de la démocratie américaine. Il le refera certainement aujourd'hui. Pour lui, c'est très important de montrer l'exemple et peut-être dans une certaine mesure, non sans un certain sens de l'ironie peut-être, montrer à Donald Trump comment un président doit se comporter. C'est peut-être ce qu'il y a à l'arrière de l'esprit de Barack Obama, dont on sait qu'il a assez peu d'égards tout de même pour cet homme qui va très prochainement le remplacer. Gallagher, Donald Trump doit être investi à la mi-janvier, mais il a déjà commencé à travailler en attendant d'arriver au bureau ovale. Oui, effectivement, notamment avec son équipe justement de transition pour préparer cette transition de sa vie quelque part d'homme d'affaires, de star de la télé-réalité qui a mis cela en suspens dans une certaine mesure, mais pas complètement, puisqu'il est venu pendant la campagne, ça c'était complètement inédit, inaugurer un hôtel justement juste à côté de la Maison-Blanche qui porte son nom. Il va falloir d'abord mettre tout cela en suspens et préparer son entrée en fonction à la présidence, mais aussi recruter
recruter énormément de personnes pour s'en entourer, pour pouvoir gouverner. Vous avez parlé de la constitution d'un cabinet, donc il faut sélectionner les personnes qui vont en faire partie, faire cela soigneusement. Mais dans une certaine mesure, on cite un chiffre aussi, 1200 personnes qu'il faut embaucher, entre guillemets, encore une fois, pour pouvoir commencer à prendre la main sur les affaires du pays. C'est beaucoup de travail et Donald Trump a 3 mois pour cela. Gallagher, merci pour ces précisions. Restez avec nous, on va revenir vers vous dans un instant. Pour l'instant, on va d'abord regarder ce sujet sur les manifestants anti-Trump. La victoire du milliardaire est vécue comme un séisme pour des milliers d'Américains. Ils ont manifesté dans les rues d'une demi-douzaine de grandes villes du pays, de New York à Los Angeles, en passant même par la Maison-Blanche. Ils ont dénoncé l'élection d'un homme dont ils ne veulent pas pour président, Serine Bay. Ils sont plusieurs milliers à s'être rassemblés devant la Trump Tower de New York. Ces manifestants clament leur colère. Ils rejettent l'élection de Donald Trump à la Maison-Blanche et dénoncent les propos discriminatoires du président élu à l'égard des minorités. Il ne mérite pas d'être président. C'est un raciste, un sexiste, un misogyne. Et il ne représente pas ce que doit être un commandant en chef. Immédiatement après l'élection, je me suis senti invisible. Je ne me sens pas en sécurité. À Chicago, même ambiance, là aussi devant la Trump Tower, symbole de la réussite du milliardaire. Un peu plus tôt dans la journée, c'était au tour des étudiants de Berkeley de manifester. « Not my president », clament-ils, « pas mon président ». Notre démocratie ne s'arrête pas le jour de l'élection. On va continuer, on va organiser des manifestations, mais aussi des actions pour aller de l'avant contre ceux qui essaient de nous faire reculer, de ramener ce pays des années en arrière. Au moins 7 villes ont vu des manifestants défiler ces dernières heures. À Washington, c'est devant la Maison-Blanche que des anti-Trump se sont rassemblés, dans le calme. Voilà, des manifestations spontanées. Gallagher, vous êtes toujours à Washington. Est-ce que ce mouvement anti-Trump peut s'inscrire dans la durée ? Oui, c'est une possibilité. C'est difficile de le dire si tôt. Ce qui est sûr, c'est que cela va probablement dépendre de 2 facteurs différents et qui sont des évidences. D'abord, il y a la capacité de ces personnes, essentiellement jeunes pour la plupart, rester mobilisées. Et ensuite, pour cela, il faudra voir ce que le président élu, bientôt président d'exercice Donald Trump, fera. Cette mobilisation, cette frustration d'une partie de la population américaine dépendra à l'évidence des choix de ce nouveau président. Et s'ils se retrouvent dans des situations difficiles ou contraires à leurs croyances, à leur style de vie ou au choix qu'ils ont fait, peut-être qu'effectivement il y aura ces manifestations qui vont se reproduire, des scènes comparables à celles que vous avez citées, que vous avez montrées, qui vont se reproduire à travers le pays. Et c'est une situation, dans une certaine mesure, que les États-Unis connaissent, puisqu'il faut se souvenir que lors de la présidence de celui qui occupait la Maison-Blanche avant Barack Obama, le président George W. Bush, et notamment après sa décision d'entrer en guerre en Irak en mars 2003, la quasi-totalité des déplacements du président républicain de l'époque étaient effectivement accueillis par des manifestations qui parfois étaient assez tendues, dans une ambiance qui se déroulait dans une ambiance tendue. Est-ce que Donald Trump va connaître un sort similaire ? La réponse, on l'aura très bientôt. Merci Gallagher pour ces précisions. 279, c'est le nombre d'attaques formulées par Donald Trump pendant la campagne, selon le New York Times. Le milliardaire s'en était pris en particulier aux Mexicains, taxés de voleurs et de violeurs, des bad hombres, selon ses propres termes. Alors forcément, de l'autre côté de la frontière, au sud des États-Unis, cette élection inquiète. Voyez ce reportage de Laurence Cuvillier et Mathieu Commun. Une fois passé le choc, c'est une peur sourde qui s'installe chez les Mexicains. Quels vont être les effets Trump sur le pays ? La chute brusque du peso a été le premier coup dur. Au Mexique, 6 millions d'emplois dépendent directement des relations avec les États-Unis. Pour l'entreprise de mon mari, la situation est très dure. Elle est en relation directe avec les États-Unis et elle dépend beaucoup du dollar. Alors ce matin, on se demandait vraiment
Comment va-t-on pouvoir sauver l'entreprise ? Au-delà des insultes qu'a proférées le futur président contre les Mexicains, certains choisissent de mettre l'orgueil national de côté et d'opter pour le pragmatisme. Quelle est la pire des choses que pourrait faire Trump? En fait, rien de bien différent de ce qu'a fait Barack Obama. Obama a expulsé plus de 2 millions de travailleurs mexicains et personne ne s'est indigné. Trump ou Obama, pour nous les Mexicains, ça sera la même chose. D'autres voient même dans ce changement l'occasion d'un réveil national. Il faut qu'on arrête de penser à notre futur comme s'il dépendait d'un autre pays. On doit envisager notre futur comme nous appartenant, comme venant de nous. Et c'est ça la solution. Construction du mur entre les deux pays, rapatriement des migrants illégaux ou renégociation des traités commerciaux, Trump a collectionné les promesses inquiétantes pour les Mexicains. Mais ici, on ne cède pas encore à la panique. Dans le reste de l'actualité, l'Irak, à présent, la reconquête de Mossoul se poursuit. Les combattants kurdes irakiens, les Peshmerga, ont achevé également de reprendre le contrôle de Bashika, une ville située au nord-est du fief des djihadistes dans le pays. C'est un reportage de Robert Parsons, Hussein Assad et Pierrick Laurent. Nous voici maintenant à l'entrée de Bashika. Après 24 heures d'intenses combats, les troupes Peshmerga ont repris le contrôle de la ville. Mais il y a encore des poches de résistance. Lorsque nous sommes arrivés ce matin, nous avons entendu des tirs d'artillerie. Et il faut surtout sécuriser la zone, maison après maison, car les combattants de l'État islamique ont posé énormément de pièges, de mines. Pour l'instant, seules quelques routes sont sécurisées. Si à l'extérieur la bataille est presque gagnée, il reste sous terre un immense réseau de tunnels creusés par les djihadistes et où des combattants peuvent encore se cacher. Ils ont bâti tout un réseau de tunnels sous ces maisons pour se déplacer sur des kilomètres sous terre et ressortir dans d'autres quartiers de Bashika. Il faut maintenant sécuriser chaque maison de la ville. Celle-ci porte les traces d'intenses combats qui se sont déroulés. Des djihadistes de l'organisation État islamique s'étaient retranchés à l'intérieur pour empêcher les combattants Peshmerga d'entrer dans la ville. Il y a aussi ces inscriptions sur le mur. On voit celle-ci qui indique que des musulmans sunnites vivaient à l'intérieur. Dans cette ville où de nombreuses communautés cohabitaient, notamment de nombreux yézidis, eh bien cela permettait à l'organisation État islamique de savoir qui vivait à quel endroit. À Paris, un centre humanitaire d'accueil pour réfugiés a ouvert ses portes ce matin. Un centre de 400 places exclusivement réservé aux hommes seuls arrivés depuis peu en France. Objectif, offrir des conditions de vie dignes aux migrants. Le reportage sur place de Julien Sauvaget. Il aura fallu plusieurs mois pour qu'il voie le jour. Le premier centre humanitaire pour migrants de la capitale est désormais ouvert. Il y a 20 premiers migrants qui sont arrivés, donc qui sont à l'abri. On propose un lieu d'accueil, d'hébergement digne, de manière à pouvoir traiter leur situation au fil de l'eau. Une gigantesque structure gonflable, ainsi qu'une halle de 10 000 mètres carrés peuvent accueillir jusqu'à 400 personnes. Les migrants pourront y rester entre 5 et 10 jours, un lieu de transit avant d'être orientés vers d'autres centres. Celui-ci est réservé aux hommes, mais un centre similaire pour les femmes et les familles devrait ouvrir l'an prochain. Objectif, offrir une alternative à la vie dans la rue. Dès lors qu'un équipage de police, qu'un contrôle de police va pouvoir identifier des personnes qui a priori vont relever de la demande d'asile, qui a priori sont sur la voie publique parce qu'elles n'ont pas d'abri, de lieu, n'ont pas l'information, ils vont pouvoir contacter les services de la Maraude qui vont aller à leur rencontre et qui vont pouvoir les orienter vers ce site. C'est très très important. C'est vraiment un point d'accueil. Vendredi dernier, les autorités ont démantelé un camp sauvage. Plus de 3800 personnes qui vivaient sous des tentes près du métro Stalingrad. Au total, en 18 mois, une trentaine d'opérations ont été réalisées et 22 000 migrants ont été mis à l'abri dans la capitale. Avec les centres d'hébergement temporaires, la mairie espère mettre fin au cycle de démantèlement et de reconstruction des camps. En Inde, Narendra Modi a annoncé la démonétisation de 24 milliards de billets, des billets de 500 et 1000 roupies, les plus hautes valeurs faciales en circulation dans le pays, respectivement 6,5 € et 13 € environ. Elles n'ont désormais plus de valeur légale. La décision a pris le pays par surprise. Pas de panique pour autant, les billets qui seront retirés de la circulation peuvent être échangés contre de plus petites coupures en banque, à condition cependant de justifier de leur provenance.
14h15 à Paris, je vous rappelle les principales informations de la journée. Donald Trump est donc le futur 45e président des États-Unis. Après les félicitations de rigueur de Hillary Clinton, le milliardaire républicain a été congratulé par Barack Obama. Barack Obama qu'il rencontre cet après-midi à 17h heure de Paris à la Maison-Blanche. Et malgré la bonne volonté des démocrates, Hillary Clinton comme Barack Obama, qui ont souligné auprès de leurs partisans qu'il fallait respecter la volonté du peuple et accepter le jeu démocratique, des milliers d'opposants à Donald Trump sont descendus dans les rues de New York, Chicago ou Auckland pour scander « Not my president ». Donald Trump n'est pas mon président. Et puis en France, un nouveau centre de migrants a ouvert ses portes à Paris. Objectif, mettre fin au campement de fortune installé dans la capitale.